Bonsoir, bienvenue dans votre émission Dossier brûlant, l'émission qui décrypte, qui analyse et qui passe en revue l'actualité du Burkina et d'ailleurs. Ce soir, c'est un numéro un peu spécial consacré au secteur du tourisme qui subit, vous le savez, de plein fouet la crise sécuritaire comme d'autres secteurs. Cela s'entend. Ce numéro est suscité par la célébration chaque 18 avril, courant de la Journée internationale des monuments et des sites. Une occasion unique de réfléchir autour des problèmes majeurs de gestion du patrimoine culturel. Mais comment préserver le patrimoine culturel dans ce contexte de crise sécuritaire, d'autant que le tourisme culturel est l'un des types de tourisme les plus populaires au monde. Alors, comment repenser le tourisme burkinabé? C'est la grosse interrogation dans cette émission. Pour en parler, je reçois pour vous et chez vous, je vais commencer par ma gauche, Abdul Karim Sango, bonsoir. Bonsoir. Multiples casquettes, mais j'ai retenu deux, juristes et enseignant de droit public. Et vous avez été ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Vis-à-vis Olivia Bayala, bonsoir. Bonsoir. Directrice de la résidence Ipene. Vous êtes également la secrétaire chargée des relations extérieures de la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina, en abrégé FOPA-B. Et puis enfin, Kadre Sawadogo, bonsoir. Bonsoir. Directeur du marketing et de la communication de l'Office national du tourisme burkinabé. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je m'avais posé la question à Madame Bayala. Oui. Si je vous demandais comment se porte votre secteur, que répondriez-vous? Notre secteur se porte très mal. Très mal. Oui. À quel degré, quand vous dites très mal? Actuellement, c'est vraiment catastrophique. On n'arrive vraiment pas à joindre les deux bouts. Le tourisme récepteur, Karma, c'est fermé. Et le tourisme alors pour que les téléspectateurs comprennent, c'est quoi le tourisme récepteur? Le tourisme récepteur, c'est le tourisme international. International. Oui. Des affaires, oui, tout le la reste. destination est Karma déconseillée. Il y a des ambassades où, quand on veut prendre le visa pour venir au Burkina, on déconseille Karma de ne pas vraiment aller parce que c'est dangereux. Monsieur le ministre, vous avez géré ce secteur, enfin, monsieur l'ancien ministre Abdul Karim Sango, vous avez géré ce secteur. Bien entendu, quand les chancelleries colorient mettent tout un pays en rouge, quand vous étiez, enfin, quand vous dirigez ce département, comment vous avez appréhendé tout cela? C'est vrai que lorsque moi j'étais ministre, la situation ne s'était pas métastasée, j'allais dire de cette manière. On avait encore des zones où on pouvait espérer organiser du tourisme, ou encore ce qu'elle appelle le tourisme récepteur aurait pu être envisagé. Mais les choses sont malheureusement allées très rapidement. J'avais des coups de gueule contre j'avais des coups de gueule contre les ambassades. Okay. J'étais très, j'allais dire, fâché avec les ambassades par cette manière, voilà, de procéder. J'indiquais que le terrorisme, on le rencontre dans tous les pays, y compris les pays occidentaux. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faille colorier comme ça. Rien que cette image, c'est une image qui ne rassure pas. Au-delà de colorier, parce que ce qu'elle a dit, c'est que même quand les touristes... Mais ça vient de là. Ça vient de ce que la carte du Burkina, vous la coloriez en rouge. Et donc, quand vous partez dans l'ambassade d'un pays européen, par exemple, évidemment, on vous montre la carte. On vous dit, mais c'est dans ce pays que vous voulez partir. Hein? Il est évident qu'il y a un problème. Mais de mon point de vue, c'est une attitude complètement inamicale. Peut-être que je suis naïf, mais je pense que dans les relations entre États, nous jouons le jeu, sans le dire. Est-ce que justement les chancelleries n'ont pas cette obligation aussi de prendre, entre guillemets, la sécurité de leurs ressortissants dans n'importe quel pays où ils vont? Ils peuvent le faire sans colorier. Ils peuvent déconseiller. Voilà. Mais lorsque vous mettez toute la carte en rouge, mais ce n'est pas tout le pays
qui est inaccessible. Vous pouvez bel et bien venir à Ouagadougou. On est à Ouagadougou, là. Voilà, on peut aller d'une certaine façon en utilisant aujourd'hui l'avion à Bobo Dioulasso. Voilà. Et à l'intérieur, peut-être en suivant les consignes de sécurité et tout ça, de nos forces de défense et de sécurité, il y a des zones où on peut partir. On peut partir. Voilà. Tadresse Savadouro de l'Office. Oui. Comment justement ce marquage affecte le tourisme burkinabé, vous qui êtes de l'Office national? Ok, merci bien. Il faut dire que j'ai quand même l'honneur de partager le même plateau avec monsieur le ministre, qui fut mon professeur à l'ENAM. Okay. Alors, il faut peut-être, avant de parler de l'impact de la crise sécuritaire, remonter à une certaine date, notamment en 2008. C'est à partir de là-bas que les problèmes du tourisme burkinabé ont commencé. Parce que depuis longtemps, notre stratégie est basée sur le tourisme récepteur. C'est le tourisme récepteur, comme elle l'a si bien dit, qui permettait à l'industrie touristique d'engranger suffisamment de recettes et de revenus pour les employés. Mais à partir de 2008, il y a eu une crise économique qui a frappé les pays occidentaux, qui constitue quand même l'essentiel des foyers émetteurs de touristes en direction du Burkina Faso. Donc depuis cette crise, il y a eu quand même un ralentissement des flux touristiques vers le Burkina Faso. Ensuite, c'est une succession de crises, les crises, les humains de la faim, crise sociale au Burkina, vous vous rappelez 2011 avec les mutineries, on n'a pas fini. Voilà. Après, c'est Ebola qui est venu. Voilà. Donc la crise sécuritaire est venue vraiment plomber, donner le coup de grâce, on peut le dire comme ça. Mais contrairement à Mme Bayala, je ne veux pas dire que tout est vraiment catastrophique. Il y a quand même une certaine relance. Voilà, après les mesures restrictives. Il n'y a pas de son secteur, l'hôtellerie. Oui, oui. Au niveau de. Enfin, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est lié. Okay. Voilà, l'hôtellerie, les autres secteurs, les autres filières du tourisme sont imbriqués. Voilà, donc il y a quand même une certaine relance. Voilà, après la levée des restrictions liées à la pandémie de la maladie à coronavirus, on a senti quand même une certaine relance, même si c'est un peu timide. Voilà, mais je pense. La relance à quel niveau? Les grands établissements, les auberges, les résidences oui, de la relance. Oui, à tous les niveaux. Au niveau de toutes les filières du tourisme, il y a quand même une certaine reprise. Voilà, parce que vous vous rappellerez que les frontières étaient fermées, il y avait des mesures barrières en son temps. La crise sanitaire, voilà. Mais après la levée de ces restrictions, il y a quand même une relance. Même il y a des touristes récepteurs qui viennent quand même. Voilà, même si ce n'est pas au nombre que nous souhaitons, parce que c'est quand même le tourisme récepteur qui permet à l'hôtellerie de bien respirer. Voilà, ce sont ces touristes internationaux qui dépensent plus. Ce sont ces touristes internationaux qui passent plus de séjours, plus de nuitées dans les hôtels, voilà, dans nos destinations. Voilà. Mais il y a quand même une relance qui se fait, même si ce n'est pas vraiment au rythme souhaité par les hôteliers. Ce n'est pas aussi catastrophique que vous le dites. Je crois que la personne la mieux placée pour répondre à la question. Dites-nous, Olivier Bayala, quels sont les établissements qui sont les plus concernés au niveau de cette situation qui plombe le secteur de l'hôtellerie? Ce sont les établissements, les grands établissements, je vais parler des hôtels 5 étoiles, ou ce sont les résidences ou les auberges? Quand je parle de la fédération, ça regroupe tous les acteurs de l'hôtellerie, du tourisme. Mais je ne vois pas des hôteliers, des collègues qui disent que ça va. Que ce soit les grands hôtels ou les petits hôtels. Et souvent, nous avons des manifestations, on nous dit qu'il y a 1000 personnes. Mais quand on se demande entre nous, on ne voit même pas 100 personnes dans nos établissements. Ce qui veut dire que nous avons une concurrence à côté, à savoir les villas meublées, qui accueillent beaucoup. Du coup, dans nos établissements, nous ne ressentons pas ça. Alors, il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps, le CIAO, le FESPACO, vous n'avez pas eu non, beaucoup de clientèle? Non, je veux bien le dire, mais ça n'a pas... Un peu, mais pas comme avant. Donc quand ces événements sont organisés? Oui. Et quand je vous parle par exemple du FESPACO ce passé, moi j'ai des clients qui me demandaient même la terrasse pour dormir. Parce qu'il n'y avait pas de place.
Mais cette année, je n'ai pas eu de clients. Pourquoi? Ils sont allés où? Comment cela s'explique? Est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements? Non, ce n'est pas le problème du nombre d'établissements. Il est évident que avec la communication qui est faite par les autres sur notre situation sécuritaire, la communication qui est faite même par des nationaux, qui dramatisent. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, pour accéder à un pays, une des ressources à laquelle vous vous adressez en termes d'information, c'est malheureusement ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Oui. Or, de ce point de vue, rien n'est fait véritablement, y compris par les nationaux. Ce n'est pas pour dire que ça ne va pas, mais il ne faut pas aussi nous-mêmes contribuer à faire peur aux autres. Donc il y a ce travail qui est à faire. Et donc nécessairement, à partir du moment où la situation sécuritaire, en dépit des efforts notables qui sont faits par les gouvernants et tout ça, la situation reste encore assez complexe. Donc de ce point de vue, le touriste qui nous vient de l'étranger, il n'est pas rassuré. Il n'est pas rassuré. Est-ce qu'il explique la situation? Je pense que c'est ça. Moi j'avais pensé que avec le FESPACO, les hôtels avaient un peu respiré. Mais évidemment, c'est difficile, dans ma position, d'affirmer des choses. Parce que, comme vous dites, elle est du domaine, elle est du secteur. Mais il est clair que lorsque vous passez à Ouagadougou, ou vous partez à Bobo-Dioulasso, lorsque vous jetez un regard sur les hôtels, effectivement, vous sentez que le secteur souffre. Le secteur est plombé. Plus vite la situation sécuritaire s'améliore, on a la paix, on a la sécurité, mieux le secteur va se porter. En attendant, il faut qu'avec l'ONTB, évidemment, nous trouvions une alternative. Parce que moi, je n'ai jamais été d'accord pour cette histoire du touriste récepteur. Ah bon? Non, je pense plutôt qu'il faut éduquer nos populations, en tout cas une partie de nos concitoyens, et c'est ce qu'on avait appelé à l'époque le tourisme interne. Tout à fait. Et je pense que... Justement, on va revenir sur l'une de vos initiatives que vous avez lancées quand vous étiez au magistère. En fait, l'idée, la question, je m'en vais la repréciser pour que vous répondiez à la question. Le problème se situe à quel niveau? Au niveau d'une concurrence déloyale qui se passe à côté, ou est-ce que le ministère de la Culture, qui est peut-être derrière les événements comme le FESPACO, ne soutient pas assez l'hôtellerie? Bon. Soutenir, oui, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Ils soutiennent l'hôtellerie, mais je pense qu'il faut peut-être, avec cette situation, prendre des mesures. On peut décider qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'il y a un événement, on confie, par exemple, l'hébergement à l'association. Et là, c'est sûr... Non. Et là, c'est sûr que c'est entre nous que nous allons quand même essayer, parce que vous avez vu dernièrement pour l'effort de guerre, malgré que ça ne va pas, on a été donné 10 millions pour l'effort de guerre. Et quand la fédération. Donc, je pense quand même qu'il faut prendre des mesures, comme c'est exceptionnel, et décider qu'à partir de maintenant, à chaque cérémonie, on confie le côté hébergement à l'association. Mais je pensais que vous étiez étroitement... oui, c'est cette impression qu'on a. Non, on peut être dans le comité d'organisation, mais c'est pas... Je pensais même que l'arbitrage de l'hébergement se faisait avec... En fait, c'est qu'il faut retenir. La bonne nouvelle qu'il faut retenir par rapport à ces événementiels-là, c'est qu'il y a eu suffisamment d'arrivées. Voilà. Le CAO, j'étais dans le comité d'organisation, j'étais même le président de la commission chargée de l'hébergement, et votre association a été associée. Donc, à participer, voilà, la FOPAT a participé donc à l'animation de la commission hébergement. Donc, nous avons reçu vraiment un grand nombre d'étrangers. Voilà. Maintenant, si à votre niveau, vous n'avez pas reçu peut-être de la clientèle, c'est peut-être lié au fait que ces étrangers aussi qui arrivent sont aussi affectés par la crise.
vous savez qu'il y a une crise économique quand même qui globale liée à l'opération spéciale russe en Ukraine. Donc la clientèle préfère les résidents locaux. Voilà, il faut le dire, parce que la grande hôtellerie a vraiment du mal, on va le dire comme ça. Voilà, les gens préfèrent peut-être aller dans les auberges, les pensions, les motels, en tout cas l'hôtellerie quand même, où les tarifs ne sont pas aussi élevés. Sinon, la période à laquelle nous sommes, nous constatons quand même qu'il y a de l'évolution. La preuve en est qu'il y a quand même des hôtels qui se construisent. Voilà, entre 2020 et 2021, il y a eu un accroissement de 9%. Voilà, des nouvelles hôtels. Oui, se sont construits. Voilà, c'est la même chose que les restaurants. Voilà, plus 21% d'autorisations d'exploiter ont été délivrées aux restaurants. Donc il y a quand même de l'évolution. Il en est de même que pour les agences de voyage. Donc ces différentes grandes filières du tourisme-là, quand même il y a de l'investissement qui se fait. Voilà, si ça n'allait pas tellement, je ne pense pas que... Est-ce qu'il y a des hôtels, je veux dire depuis la situation de crise dans laquelle on est, est-ce qu'il y a des hôtels qui ont mis la clé sous le paillasson? Oui. À Ouaga, à Bobo, à Banfoura. Qui ont fermé. Nous avons des... Et à Tankodgo aussi. Nous avons des collègues qui ont carrément fermé. Carrément. La perte d'emploi également. Oui. Peut-être que dans leurs chiffres, dans les statistiques, c'est à la hausse, mais ça ne se ressent pas chez nous. Ah oui. Chez nous, c'est vraiment... C'est ce que j'ai dit, c'est la grande hôtellerie. La grande hôtellerie a ce problème présentement. Là, il faut le dire. Mais les petits s'en sortent. Est-ce que vous dites? Bon, oui, les résidences, les auberges... Oui, puisqu'il y a des efforts qui sont déployés pour promouvoir le tourisme interne. Et le tourisme interne, c'est quoi? C'est vraiment la sensibilisation de nos compatriotes à aller dans nos hôtels, aller dans nos restaurants. Et il faut dire que nous avons... se payer le luxe d'aller dans les grands hôtels. Les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes. Excusez-moi. Excusez-moi d'intervenir parce que ce qu'il dit, souvent quand on parle, c'est pour que ça tombe dans l'oreille du décideur. C'est pas pour critiquer. Bien entendu. Si aujourd'hui, on nous dit, il y a un événement, je dis n'importe quoi, il y a le FESPACO, nous avons 1000 arrivées. On appelle le président de la fédération, on a 1000 arrivées, débrouillez-vous pour les héberger. Le président appelle ses membres, il leur dit, voilà, on a 1000 arrivées, mais ils sont à temps du prix. Quels sont ceux qui sont prêts à prendre? Aujourd'hui, nous vendons nos prix, des chambres de 50 000 même que nous vendons aujourd'hui à 20 000. Parce qu'on ne veut pas regarder les chambres vides. Vous êtes obligé de casser le prix, on est obligé de casser pour pouvoir donner. Et si on nous confie ces clients, nous allons les héberger. Alors, j'ai comme l'impression que même au ministère, il n'y a pas cette collaboration entre les associations patronales. Je ne sais pas si ça changeait. Ok. Quand vous étiez au non, je pense que même jusqu'à cette édition du FESPACO, je regardais un peu de loin, j'observe quand même. On ne transfère pas, sans doute, la politique d'hébergement des invités des événements à la fédération, mais pourquoi pas? Il faut peut-être réfléchir ensemble pour voir... Est-ce que ça ne devrait pas être le cas? Non, je ne peux pas dans l'absolu dire ça doit être... A priori, je dirais que pourquoi pas? Mais ça, il faut regarder, il faut discuter techniquement comment ça se fait. Mais moi, quand j'étais ministre, la FOPAT était intimement liée. Mais c'est avec elle qu'on négociait les chambres. C'est elle qui négociait les prix pour faciliter. Maintenant, là où je suis d'accord avec monsieur Kadré, dans la situation actuelle, les grands hôtels, vous savez, reçoivent une catégorie particulière de clients. C'est-à-dire que quand vous prenez un hôtel 5 étoiles, c'est vraiment les grands hommes d'affaires qui viennent pour du business. Mais les investisseurs et tout ça, ou c'est les grandes réunions, où des organisations, des organismes, voilà, font venir des invités, etc., etc. Mais bon, aujourd'hui, évidemment, avec la situation, c'est beaucoup plus difficile. Donc, effectivement, ce ressenti-là est très net à leur niveau. Quand vous revenez au niveau du CIAO,
c'est quand même un personnel un peu plus moyen. C'est-à-dire les commerçants et tout ça, bon, c'est pas des gens, eux veulent juste un habitat. Voilà, et puis ils veulent minimiser les dépenses qu'ils effectuent. Mais je pense que la situation de crise, à mon avis, ce n'est pas le ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo qui irait contre. Il faudra simplement rencontrer ou re-rencontrer, parce que je crois qu'il les a déjà rencontrés, la FOPAT pour regarder. Mais il est clair qu'en temps de crise, l'État doit être plus présent dans un secteur comme l'hôtellerie et le tourisme. Sinon, le risque, c'est que au moment où tout va aller, vous n'aurez plus d'hôtel. Ça va poser un autre type de problème. Je comprends que la question de sécurité est une question, mais comme je le dis aux gens, oui, il y a la sécurité au sens où on l'entend. Mais l'économie, là, elle crée une autre situation sécuritaire. Parce que si les hôtels ferment, c'est le chômage. Si les gens n'ont pas d'emploi, il leur reste quoi à faire? Voilà autant de questions auxquelles c'est ça qui rend complexe en fait la situation. Il faut réfléchir à tout. Et il y aura bientôt la SNC à Bobo Dioulasso. Oui. J'espère que bon, ça va donner voilà un peu de souffle à nos amis de Bobo. Je voulais en venir à la SNC. Nos hôteliers, par exemple, de Bobo, ont même proposé d'héberger les festivaliers. Au lieu qu'on les mette dans les écoles, ils ont décidé de les héberger. À bas prix, un prix étudié. Oui, vraiment bas prix. Négocier quoi. Négocier. Enfin. Mais bon, c'était à la dernière minute. Je pense que monsieur le ministre a entendu et ils se sont compris. Et ils ont dit à la prochaine édition, c'est ce qui va se passer. Il fallait réorganiser et tout. Mais les hôteliers étaient prêts à ouvrir les hôtels pour héberger les festivaliers, tous les grands hôtels. Pour vous dire à quel point c'est la fédération, il y a même les aubergistes dans notre fédération. La fédération regroupe tous les acteurs du tourisme du Burkina Faso. Pour vous dire que si on confie, on aura tout le monde, oui. Tous les acteurs du tourisme du Burkina. Bon. Donc, voilà, c'est pour vous dire qu'on est prêt. Même si c'est à 3 000, à quel niveau ça, c'est un peu difficile? Bon, c'est la culture et les autres organisations pour trouver le juste milieu, pour s'entendre sur l'essentiel. Parce que comme Abdul Karim Sango l'a relevé, s'il n'y a pas de collaboration, des hôtels vont fermer, il y aura du chômage. Comment on fait? Bon, moi je me dis, c'est tous ces festivaliers qui viennent à nos manifestations, SIAO, FESPACO, SNC, et même les manifestations initiées par le privé, Nuit atypique de Koudougou, Festival de Dougou, ils en passent. Voilà. Il y en a tellement. Voilà. Récréatral. Il y en a vraiment. Le Burkina vraiment se distingue par ces grandes manifestations-là. Voilà. Et chaque organisation, voilà, essaie d'adopter la stratégie qui va lui permettre donc de maximiser en termes de rentabilité. Voilà. Et les festivaliers sont toujours logés dans des établissements d'hébergement. Voilà. Quelle que soit la situation, ce n'est pas sur l'habitat, ce n'est pas dans les écoles, contrairement à la SNC, où les artistes, quand même, c'est plus de 2000, 3000 personnes pour trouver des hôtels pour ce monde, c'est un peu difficile. Voilà. Mais c'est toujours dans des hôtels qu'on loge les invités et les festivaliers. Voilà. Et maintenant, il appartient à l'organisation de décider de confier l'hébergement à telle ou telle catégorie de personnes. Et à coup sûr, la FOPAT est associée à la commission chargée de l'hébergement. Voilà. À coup sûr. Ça n'arrive pas à trouver... Peut-être que c'est... Bon, je ne sais pas, je ne vais pas trop me prononcer là-dessus. Pour l'expérience que j'ai, le CIAO, j'étais le président de la commission hébergement, FOPAT était membre, FESPACO, c'est la même chose. Voilà, SNC, FOPAT est associé. Voilà, toutes les grandes manifestations d'envergure nationale initiées par l'État, je pense que la FOPAT est toujours associée. Et là, on parle des grands hôtels. Oui. On ne parle pas justement des résidences, des auberges.
Je veux dire, aujourd'hui, j'ai comme l'impression, quand je vous écoute, que le ministère se focalise plus sur le tourisme local. Du coup, les grands hôtels qui reçoivent les étrangers, les arrivés pour motif de voyage d'affaires, c'est pas trop le levier sur lequel l'État mise. Non, en fait, l'État essaie de s'adapter au contexte. Évidemment. Voilà, le contexte est difficile. Oui. Voilà, si vous mettez beaucoup plus de moyens dans la promotion du tourisme récepteur, bon, c'est peine perdue. Les gens ne vont pas attendre les bruits des Kalachnikov et autres et programmer votre destination. Voilà pourquoi, en attendant que des beaux jours, il faut sauver les meubles en mettant l'accent beaucoup plus sur le tourisme interne. Voilà. Et à ce niveau, le problème... À ce niveau, le loisir, le safari par exemple, il y a, je pense que dans l'est du pays, il y a eu des campements de chasse qui ont fermé, des concessions de chasse qui ont fermé. Bien sûr, quand vous prenez les statistiques selon l'Observatoire national du tourisme, en 2021, nous avions plus de 500 000 visiteurs qu'on a reçus dans nos établissements d'hébergement touristique. Et sur ce chiffre-là, il y a plus de 400 000 qui sont des nationaux. En 2021. En 2021. Voilà. Il n'y a que quelques 100 000 qui représentent donc le tourisme récepteur. Donc c'est pour vous dire que la mayonnaise commence à prendre à ce niveau. Voilà. Le gros problème, c'est la dépense, là, le pouvoir d'achat. Voilà. Bon, peut-être qu'il faut sensibiliser nos compatriotes à dépenser beaucoup plus et à beaucoup durer dans les hôtels. Voilà, passer plus de nuitées. C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Voilà, parce que si c'était l'inverse, vous allez voir que voilà, les Madame Valère... On va aussi aux grands hôtels, quelles sont les sources de résilience à leur niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès est mis sur le tourisme endogène, le tourisme local. Vous, qu'est-ce qui est fait à votre niveau justement pour permettre aux Burkinabés moyens, on va le dire comme ça, puissent faire une nuitée, je ne sais pas, ne pas faire la publicité aussi des grands hôtels, de dormir dans un hôtel 5 étoiles ou bien 3 étoiles. À chaque vacances, par exemple, la fédération offre une réduction de 50%. 25. Oui, on est allé jusqu'à 50%. Bravo. 50% pour les nationaux. Ok. Oui. Ça, c'est pendant les vacances. Pendant les vacances, oui. Et même hormis les vacances, de nos jours, c'est le client qui fait son prix. Ah bon? Oui. Quand il arrive, tu donnes le prix de la chambre, il dit, je vais dormir à tel prix. Nous, on a dit, on ne laisse jamais la chambre vide. Tant qu'on a un client, il faut laisser dormir. Alors aujourd'hui, si je suis à Bobo du Lasso, que je veux une suite présidentielle, enfin une suite j'allais dire 80 000 annuités, je peux négocier à 10 000? Ah non, je pose la question. Non, venez toujours. Pour les citoyens lambda qui... Pas 10 000, mais nous faisons vraiment des réductions. Oui, des prix vraiment étudiés. Non, je pense qu'il y a des niveaux auxquels on ne peut pas descendre. Ouais, on peut pas descendre. Nous, on avait demandé à l'État, et on demande toujours à l'État, d'initier les bons d'hébergement pour les missions. Il y a des gens qui quittent Ouagadougou avec des frais d'émission, qui arrivent à Koudougou, à Bobo, et qui laissent les hôtels pour aller en famille. Ou qui prennent 15 000 ou 20 000 francs comme frais d'hébergement et qui arrivent, qui cherchent une chambre de 4 000. Ça ne peut pas aller. Ok, vous dites. Bon, le problème, c'est que si aujourd'hui, effectivement, nous avons une peur parce que si on initie vraiment les bons d'hébergement, on risque d'avoir des problèmes de paiement. Voici le véritable problème que nous rencontrons aussi. Et quand c'est pour donner, pour aller en mission, il y a l'argent. Mais quand c'est des bons, du coup, il n'y a plus d'argent. L'hôtelier doit attendre 2 mois, 3 mois, voire 1 an souvent pour avoir son argent. Sinon, si on a les bons accompagnés d'enveloppes, sincèrement, je pense que ça va... Est-ce que c'est une piste qui peut prospérer? Évidemment, moi, quand j'étais ministre, j'étais très favorable à l'idée des bons d'hébergement. Parce que j'ai même appris que ça a été pratiqué à un moment avant. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Ce n'est pas normal qu'on paye des frais de mission à des fonctionnaires qui préfèrent aller loger dans des établissements qui sont en situation d'irrégularité. Je sais pas... Parce que quand vous êtes dans un contexte de crise comme ça, c'est tout le problème de savoir s'il faut supprimer les ateliers, les séminaires, les ceci. Non. Ça devient une sorte de politique de l'État en soutien. Aujourd'hui, si vous enlevez les ateliers et les séminaires dans une ville comme Koudougou,
mais vous avez tué tout le secteur. Voilà. Koudougou vit à travers cela. Ça peut paraître comme un élément de malgouvernance, mais il faut comprendre que la gouvernance, c'est un tout global. Voilà. C'est-à-dire que pour un temps, il faut que l'État accepte, se sacrifier pour permettre un secteur hautement stratégique du développement. Il y a des pays dont le développement est essentiellement bâti sur le tourisme et l'hôtellerie. Et le tourisme et l'hôtellerie, c'est un secteur pour l'avenir. Le Burkina a des difficultés d'ailleurs parce que ça n'a jamais été conçu comme un secteur pour le développement. On est resté dans l'idée que c'est une affaire des Blancs. C'est pour ça qu'on a pris du retard. Or, c'est un secteur hautement rentable pour l'économie nationale et pour les emplois que ça peut donner. Mais bon, vous savez, c'est difficile de critiquer un gouvernement qui a le dos au mur comme ça. Non, mais en même temps, c'est-à-dire qui est confronté principalement à la... Vous voyez que le gouvernement lui-même, l'argent ne lui suffit pas pour acheter des armes. Voilà. C'est-à-dire que la logique, quand vous regardez, c'est mobiliser le maximum. Donc, forcément, ça va se faire au détriment. Mais je pense qu'il faut initier des espaces de dialogue. C'est-à-dire le dialogue, l'importance, ce n'est pas que vous trouvez une réponse immédiate au problème de l'autre. Mais c'est de lui dire que vous avez conscience qu'il a des difficultés et qu'ensemble vous regardez ce qui est faisable. Voilà. Alors, sur la piste évoquée par justement Olivier Baella, est-ce que cela peut prospérer? Vous qui êtes à l'Office national, est-ce qu'aujourd'hui on peut demander aux fonctionnaires justement de prendre que des bons et de ne pas aller dans des résidences, enfin, ou des auberges low cost et d'aller justement dans des hôtels où, pour lesquels on a délivré ces bons, je veux dire, ces bons d'hébergement? Ouais. Alors, il faut dire que les chiffres que j'ai donnés tout de suite par rapport aux arrivées dans les hôtels, l'essentiel de ces arrivées-là sont liés aux missions. Le tourisme de mission. Okay. Voilà. Entre guillemets, quoi. Non, pas fait. Voilà. Voilà. Donc, dire qu'il faut instaurer un système de bons, elle-même, elle a relevé tout de suite une limite, c'est le paiement. Voilà. L'État, c'est après service fait qu'on vous règle. Voilà. Et avec la multiplication des missions, j'avoue qu'on peut peut-être tenter l'essai, mais pour moi, l'essentiel, c'est d'amener ces missionnaires-là à dépenser les frais de mission à destination. À tout dépenser à destination. Parce que le tourisme ne se résume pas seulement à l'hôtellerie. La chaîne de valeur tourisme, voilà, il y a la restauration, il y a les sites touristiques, il y a les guides touristiques qui doivent aussi profiter. Et en la matière, en 2014, il y a eu une circulaire qui a été signée par le Premier ministre pour inviter donc aux participants non résidents à des ateliers, séminaires et colloques là, de toujours faire une excursion touristique. Voilà. Et je pense que cette circulaire-là, si on arrivait à la mettre effectivement en œuvre, ça pourrait peut-être résoudre le problème. Voilà. Pas peut-être les hôteliers, mais ça peut résoudre le problème, par exemple, des sites touristiques qui souffrent présentement. Voilà. En 2021, nous n'avons eu que 15 400 visiteurs sur l'ensemble de nos sites touristiques. Est-ce que vous voyez, comparativement aux arrivées dans les hôtels. Voilà. Mais si on appliquait cette circulaire du Premier ministre, les participants aux missions et autres là allaient pouvoir aller sur ces sites et ça allait faire des recettes en termes de droits d'entrée sur les sites. Ça allait permettre aux guides aussi. Cela est possible. Hein? Cela est possible. Oui. Dans la pratique. Oui. La mesure a été prise. Il reste maintenant à appliquer. Et c'est peut-être les hôteliers qui vont aider à la mise en œuvre d'une telle circulaire. Parce que c'est eux qui reçoivent les séminaristes et autres participants à des ateliers. Alors justement, sur la promotion du tourisme local, le tourisme endogène, par rapport justement à ce que vous dites, Abdul Karim Sangou a dit qu'il préfère le tourisme local au tourisme récepteur. Comment on fait justement dans ce contexte
de crise sécuritaire. Comment dans faire ce pour que- contexte, Je sais qu'à l'époque, quand vous étiez ministre de la Culture, vous aviez initié ce qu'on appelait la campagne touristique, je crois, où Oui, on oui, permettait au gouvernement, à chaque département ministériel de sortir, de faire une excursion sur les sites touristiques. Mais c'est ça qui a eu un impact sur les chiffres de 2021 en partie. Oui. Oui, puisque c'est un peu cette période. Évidemment, c'est la situation sécuritaire qui nous impose cela. Puisque, objectivement, nous ne pouvons pas compter sur l'arrivée des touristes en provenance de l'extérieur. Pour diverses raisons. Donc, la principale pour le moment, c'est la question sécuritaire. Alors, il reste quoi? Mais il reste à promouvoir ce qu'on appelle le tourisme interne, à inviter, à susciter cet élan. Ça devient même comme une sorte d'élan patriotique. Oui. Il faut voir ça dans ce sens. Il ne faut pas voir un bâtiment, le promoteur. Il faut inscrire le bâtiment dans le dispositif de l'économie nationale. Voilà. Et puis, la connaissance de soi, ça passe par quoi? Ça passe par visiter son pays. Mais moi, j'ai toujours été, j'allais dire, un peu embêté dans mes voyages à l'étranger. J'explique ça toujours, là. Ah bon? Quand j'étais quand on est allé à la Grande Muraille de Chine, ce qu'on voyait là, c'est des Chinois. Tous les sites touristiques que j'ai visités lors de ma mission officielle, si vous avez par exemple 100 touristes là, 90, c'est des nationaux. Il faut qu'on en arrive là. Mais c'est un travail qui implique beaucoup de paramètres. Par exemple, moi j'ai toujours dit à la FOPAT qu'il faut renégocier les coûts des hôtels. Vous savez, moi quand j'étais ministre là, même en tant que ministre, je ne peux pas dormir dans le plus grand hôtel de Bobo-Dioulasso. Ah bon? Mais parce que mes frais de mission ne me permettent pas là. En tant que ministre? Mais en tant que ministre, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est des frais, tu ne peux pas. Le fonctionnaire le plus gradé là, qu'on appelle catégorie A ou aujourd'hui là, dans la fonction publique normale, c'est quoi? C'est frais d'émission. Au maximum, c'est 30 000. 20 000 plus 10 000 francs de quoi? La restauration. C'est la restauration. C'est ça. C'est-à-dire qu'on critique le fait qu'ils vont dans les... Dans les chambres de 4 de 4 000 ou 5 000. Mais il faut bien que les hôtels à standing moyen acceptent d'avoir une politique de prix. Voilà. Je comprends que l'hôtel, il y a un entretien, il y a un personnel, il y a ceci, mais c'est une logique économique. Il faut adapter votre offre à la qualité de la demande que vous avez en face de vous. Alors, voilà. Sinon, on va rester dans des procès d'intention. Bien évidemment, si moi j'ai 30 000, je vais à Bobo-Dioulasso. Je ne vais pas prendre tout ça à les mettre dans une chambre d'hôtel. Après, le monsieur veut revenir, il veut donner un petit cadeau à son enfant, il veut faire ceci ou cela. Donc, il y a un travail d'ensemble à faire. alors Olivia de la FOPAT, enfin Olivia Baella, est-ce que la FOPAT s'adapte justement, comme il a relevé, à la situation d'insécurité, mais aussi à la situation économique de ceux qui vont en mission, ou bien des Burkinabés qui veulent aller aussi visiter des sites dans le pays? Oui, pas tous les hôtels, mais la majorité s'adapte. On n'a pas le choix. Et il faut noter que ce gouvernement actuel est à féliciter, parce qu'il y a Madame la ministre Garde des Sceaux qui a fait sortir une circulaire, oui, de la justice, pour inviter ses collaborateurs à vraiment fréquenter les hôtels. Le ministre en charge de la jeunesse aussi est venu dans notre siège nous rencontrer pour voir avec nous. Oui, c'est intéressant de faire sortir de telles circulaires, d'éviter les Burkinabés à fréquenter les hôtels. Mais comme il le dit, la question financière. Comment on fait avec 30 000 francs CFA? Est-ce qu'on a accès à vos hôtels? Est-ce que vos hôtels sont accessibles pour les fonctionnaires, pour les Burkinabés? Je ne suis pas des finances, mais je dirais que dépenser, si l'État fait sortir 1 milliard, je prends un exemple, 1 milliard pour les frais d'hébergement, il faut qu'on arrive à payer nos impôts sur les 1 milliard. Mais malheureusement, c'est peut-être sur 200 millions que nous allons payer les impôts. Pourtant, ils ont fait sortir 1 milliard. Donc, je pense que l'État gagnerait à
a insisté, a fait sortir les bons pour avoir les vrais chiffres. C'est un retour sur investissement. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont fait sortir 1 milliard pour les frais d'émission. Ces frais, c'est pour l'émission. Ils arrivent, ils dépensent 10 000, ils dépensent 15 000 dans les hôtels. Pourtant, c'est nous qui payons les impôts sur ces frais. Si c'est 1 milliard. Mais on n'aura plus 1 milliard. En ce moment, c'est sur 200 millions. Donc l'État perd en ce moment. Et nous aussi, nous perdons. Ça devient une perte. Il faut trouver vraiment les moyens pour que vraiment ça soit un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Alors, la question que moi j'aimerais poser peut-être à l'Office national du tourisme, comment faire pour promouvoir la carte postale Burkina Faso? Je vais dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accès est mis sur le tourisme local. On veut que les Burkinabés visitent les sites touristiques, partent à Bobo-Dioulasso, partent à Banfora. Bobo-Dioulasso, il y a la Guinguette, il y a beaucoup de sites touristiques dans le pays. Il y a Banfora, il y a le Sahel également. Mais du coup, par rapport à l'insécurité, comment on fait pour promouvoir, par exemple, la mare de Houssi à Dori, dans le Sahel? Comment on fait pour promouvoir certains sites qui sont quand même difficiles d'accès? Bon, on ne va pas promouvoir des sites qui sont inaccessibles, où nous savons qu'il y a quand même danger évident si nous conseillons des gens sur cette destination. Voilà. Mais la carte touristique Burkina Faso, nous essayons de faire de notre possible en fonction des réalités du terrain, voilà, donc à faire la promotion. Voilà. Ça ne veut pas dire, quand on parle du tourisme récepteur qui n'est plus tellement au rendez-vous, ça ne veut pas dire que nous avons abandonné complètement. En janvier passé, Fopat, Olivia et d'autres personnes, l'office et le ministère... Olivia Baella, Fopat, c'est la fédération. Ah oui. C'est la fédération. Voilà. Nous avons été à Madrid sur invitation de l'UMOA, sur l'initiative de l'UMOA, pour promouvoir la destination UMOA. Voilà. Pour travailler à relancer le secteur touristique. Peut-être avant d'en arriver à cette option. En fait, la question c'est comment dire à un habitant de Dori, par exemple, ou aux habitants de Dori d'aller justement à la mare de Houssi, par exemple, ou dire aux habitants de Banfora ou de Bobo-Dioulasso d'aller à Douna, par exemple, ou aller sur les dômes de Famidougu. C'est là la question, en fait. Oui, je crois avoir déjà répondu. S'il y a danger, si nous sentons que, voilà, manifestement, il n'y a pas de la sécurité sur certains sites, nous n'allons pas les conseiller à des visiteurs. Voilà, nous essayons de faire la promotion quand même des sites qui sont accessibles. Voilà, si des touristes nous approchent, des visiteurs nous manifestent leur désir d'aller, des Burkinabés, bien sûr, ou ceux qui vivent au Burkina. Voilà, d'aller sur tel ou tel site, nous prenons des informations. Nous-mêmes, Office national du tourisme, on se déploie sur le terrain. Voilà, et nous ne prenons pas de risques pour aller prospecter des sites. Quand nous arrivons, et on se confie à la gendarmerie, voilà, à la police pour demander est-ce que tel endroit nous pouvons aller. Il arrive des fois qu'on nous dise non, n'y partez pas. Voilà, donc ce n'est pas à nous d'aller conseiller donc, des destinations où nous-mêmes ne pouvons pas aller à des gens. Voilà, donc il y a des couloirs bien sécurisés. Voilà, hein. Si vous prenez la carte touristique du Burkina Faso, voilà, les régions administratives comme le centre-ouest, le centre-sud, plateau central. Hein, comment vous faites la promotion autour justement de cette carte touristique du Burkina? Est-ce que les Burkinabés sont au parfum de cette carte? Est-ce que les Burkinabés savent qu'il y a une carte touristique où ils peuvent en vacances ou quand ils ont des temps libres aller visiter des sites? Parce que nous-mêmes, nous organisons quelquefois des excursions sur ces sites. L'office. Voilà, l'office organise des excursions sur ces sites et nous sommes bien limités même quelquefois par des agents de voyage qui programment certaines destinations. Voilà, il y a des séjours qui sont organisés. Par exemple, dans le cadre de la SNC, nous avons élaboré un produit, un séjour de 2 nuitées à Bobo, qui vont permettre à ceux qui vont souscrire de pouvoir visiter les sites aux alentours de Bobo, aller jusqu'à Banfora, Karfigla, Sendou. C'est des endroits qui sont toujours fréquentables sans problème et nous pensons que au fur et à mesure que la dynamique de reconquête du territoire national là, se poursuit, voilà, d'autres destinations donc, vont pouvoir donc, être conseillées par nos services. J'aimerais revenir sur la communication dont vous avez fait cas en début d'émission. Une communication maîtrisée, mais une communication aussi rassurante pour les Burkinabés mais aussi pour les étrangers.
Oui, je pense que c'est les deux, mais bon, moi je ne me fais pas d'illusions là par rapport aux étrangers. Faut pas y compter. C'est-à-dire que les étrangers ne peuvent pas aller au-delà de Ouagadougou. Les étrangers dont vous parlez là, s'ils acceptent encore de venir à Ouagadougou, il faut être... Mais ils viennent, dans votre politique, il y a eu le CIAO. dans votre politique de... Oui, mais je vous dis Ouaga. Je vous ai bien dit Ouagadougou. Il y a la SNC également. Voilà. Ouais, mais bon, il y en a très peu qui oseront faire ce déplacement. Voilà. Donc, je pense que il faut rester dans la dynamique. Il faut adapter la stratégie de communication aux nouveaux éléments. C'est comme quand vous lui demandez, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, la mort d'Oursi. Mais vous savez très bien, il n'y a pas de politique à faire là. On ne peut pas y aller. Ouais. C'est clair, c'est net. Il y a des sites où on ne peut pas y aller. C'est clair. Ah ouais. Même, y compris pour des Burkinabés. Ah oui, voilà. Parce qu'il ne faut pas promouvoir le tourisme contre nos compatriotes. Et vous savez très bien que si un Burkinabé se retrouve dans un site et que par hasard il l'a enlevé, ça complexifie davantage. Donc il vaut mieux plutôt travailler sur les zones sécurisées. Et ça en relation, évidemment, avec les forces de défense et de sécurité. Je pense que ce n'est pas compliqué à l'ONTB ou au ministère de sortir progressivement les cartes des zones où on peut aller sans se poser trop de questions et travailler, sensibiliser autour de... C'est à ce niveau que la question prend tout son sens. Au niveau de la communication, comment on fait justement pour communiquer sur les sites, donner une communication rassurante aussi bien pour les étrangers. Bon, c'est vrai que le ministre Sango ne compte pas trop sur les étrangers, mais pour les Burkinabés. Oui, pour les Burkinabés, vous voyez... Et pendant longtemps, comme on s'est tablé sur le tourisme récepteur, on a organisé des campagnes de presse en invitant la presse internationale et la presse spécialisée dans le domaine du tourisme. Voilà. Mais comme la donne a changé, voilà, nous, présentement, comment nous faisons pour sensibiliser les Burkinabés à la pratique du tourisme, à la chose touristique. Voilà, nous organisons des campagnes de presse, cette fois-ci, non pas à l'adresse de la presse internationale, mais au profit de la presse nationale. Et nous l'avons fait. Nous avons amené la presse nationale dans toutes ses composantes, presse écrite. Vous-même, vous nous avez accompagnés. Voilà, on a fait une dizaine de jours dans 3 régions administratives. Voilà, ça a permis aux journalistes de toucher du doigt les réalités, de montrer qu'on peut pratiquer le tourisme et inviter donc par conséquent nos compatriotes à faire de même. Je pense que, si vous permettez, il y a des pays qui ont des expériences. Je pense au Nigeria. Confrontés à la menace, il y a la Mauritanie, voilà, le Nigeria. Et même les pays de l'Amérique latine qui ont vécu ça. Je me souviens que vers la fin de mon mandat, on avait obtenu avec l'accord de l'Organisation mondiale du tourisme un programme de formation sur la communication en temps de crise. Bon, je ne sais pas où est-ce que c'est perdu ce dossier, mais eux, ils ont une grande expérience. De tous les cas. Voilà, moi j'en avais discuté avec le secrétaire général de l'OMT à Saint-Pétersbourg, à l'occasion de l'Assemblée générale. À Abidjan, on avait eu une session de travail autour de cette question. Ils ont des capacités extraordinaires pour aider les pays à faire face à ces situations. Il faut réactiver. C'est bien, ils ont été à... Comment vous appelez la future à Madrid. À Madrid, c'est très bien. Je trouve aussi que, je n'ai pas suivi, mais ce que le gouvernement a fait aujourd'hui là, au musée, je ne sais pas... Le mois dédié au patrimoine culturel. C'est des espaces où il faut profiter pour passer des messages, pour encourager. Je pense que l'initiative de la ministre de la Justice, c'est une très bonne initiative. Si c'est soutenu par le ministre de la Jeunesse, c'est une très bonne initiative. Bon, il ne faut pas croire que demain, ça va tout de suite donner des résultats. Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement doit faire
justement pour relancer ou appuyer peut-être vos initiatives dans le sens de mieux relancer le secteur du tourisme? Je vais abonder dans le même sens que Monsieur le ministre, mais moi je dirais que regardez comment il est habillé, comment ils sont habillés. Il y a 20 ans de cela, le Burkinabé ne s'habillait pas comme ça. Il serait venu en costume cravate? En costume cravate. C'est la manière de communiquer. Il ne suffit pas de faire sortir à la télé ou à la radio et dire oui, il faut pratiquer nos sites. Non. Si notre première autorité se lève, les vacances, et il a ses vacances, il va avec sa famille, il se retrouve à Bobo ou à Banfoura, ils m'ont fait montrer ça à la télé et je suis avec ma famille et prendre des mesures pour amener vraiment le gouvernement. Commencez pas son gouvernement, prendre des mesures pour dire personne ne sort du pays pendant ses vacances. Il faut rester au Burkina Faso. Vous allez voir que d'autres vont quitter Bobo pour venir à Ouaga. D'autres vont quitter Ouaga pour aller... Ah non, mais il faut... Il faut prendre ces mesures. Ça se passe dans d'autres pays. Absolument. Moi, j'ai vu dans des pays où c'est interdit d'aller ailleurs. Absolument. Pendant les vacances. Oui, pendant les vacances. Absolument. Oui. Pour une période donnée. On l'a fait. Hein. Pour une période donnée, il faut le faire. Sous le président Kaboré. Vous allez voir que ça va devenir la mode. On va voir dans les réseaux sociaux. Et moi aussi, avec ma famille, chacun va adhérer. Parce que l'autorité est dedans, on est obligé de suivre. Je pense que c'est de cette manière. Voilà, l'élan patriotique. Voilà. En raison de la situation. Merci Olivia Bayala, secrétaire chargée des relations extérieures de la FOPAB, la Fédération des hôteliers et du tourisme. Merci également à Kadré Sawadro, qui est le directeur du marketing et de la communication de l'Office national du tourisme burkinabé. Merci également à Abdul Karim Sangou, ancien ministre chargé du tourisme. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Bonsoir chez vous.